Bonjour à tous. Eh bien, enchanté de vous avoir toutes et tous sur ce live event des Master Projects de l'ESME Promo 2021. Avant de passer la parole à nos lauréats de cette édition, j'aimerais vraiment remercier tout particulièrement nos partenaires, les entreprises, l'AIESME pour le soutien et l'engagement apporté sur cet événement. Il faut savoir que les projets de nos étudiants sont faits pour beaucoup via des appels à projets, voilà, qui sont des appels à projets d'entreprises qui nous suivent, mais aussi donc des institutions telles que des centres de recherche ou bien encore des hôpitaux. Et donc, on a aussi également des projets qui sont à l'initiative de nos étudiants. Donc, ces projets sont faits tout au long des 6 mois de leur dernière année d'études à l'ESME. C'est l'aboutissement vraiment de leur formation académique. Et en ce début de journée, nous avions sélectionné 30 projets d'étudiants, voilà, qui sont issus des 16 majeurs de l'ESME, étudiants et apprentis. Ce matin, la première partie du jury s'est jouée. Et donc, 6 jurys composés donc de professionnels, d'anciens diplômés de l'école, de la IESME, ont œuvré et évalué avec ces 30 Master Projects. Lors des délibérations, il a été noté de façon unanime la richesse, la diversité, la créativité, le travail technique, le travail de présentation également que révèlent les 30 Master Projects de notre école sur cette promotion de 2021. Voilà, donc je tenais déjà à féliciter l'ensemble des étudiants, de ces étudiants sur ces 30 projets. Un grand bravo à vous pour le travail accompli. Il nous fallait pour ce soir et pour l'heure que nous allons passer ensemble, resserrer les taux. Nos élèves ont donc été évalués par leur père ce matin et nous avons ce soir les lauréats des jurys de la matinée. Pour aller encore plus loin, vous qui êtes connectés à ce live et qui allez suivre donc les pitchs de nos 7 lauréats, eh bien vous allez pouvoir voter pour le grand gagnant du prix de l'innovation et de la recherche des Master Project 2021. Ce vote va être accessible à l'issue du pitch, son résultat qui va être connu dans la foulée pour que nous puissions ensemble, voilà, à la fin de ce live, remettre à tous nos lauréats leur prix. Voilà, sera connu. Et donc, on aura le prix aussi spécial du Master Project de l'année 2021. Eh bien, je pense que c'est parti pour les pitchs. Le premier projet, présenté par Thomas, Louis et Julien, l'électricité pour tous, est le premier lauréat de la thématique énergie. Le jury de ce matin a noté une présentation parfaite, un projet clair et abouti, un travail impressionnant, un projet qui demande encore du développement aussi, d'où l'intérêt de le voir grandir. À vous les étudiants. Merci beaucoup et bonjour à tous. Je suis donc Thomas Kobac et avec Louis Potvin et Julien de Gris, nous allons vous présenter notre projet de fin d'études, à savoir la gestion d'énergie dans un système mini-grid isolé. Alors, il faut savoir que dans le monde, il y a une personne sur 7 qui n'a pas accès à l'électricité. C'est surtout vrai en Afrique subsaharienne, mais également en Afrique du Sud. C'est des populations qui n'ont pas accès à l'électricité, car elles sont souvent très isolées et de plus en plus délaissées par les habitants. Il y a un exode rural et donc les politiciens, les partis politiques des pays délaissent ces zones et il n'y a aucun investissement de fait pour leur apporter l'électricité en toutes circonstances. Nous, on pense qu'il est notre devoir d'ingénieur de faciliter l'accès à l'électricité partout dans le monde. Ça paraît être une évidence pour nous occidentaux d'avoir l'accès à l'électricité, mais pour certains, c'est un vrai problème au quotidien. Donc c'est ici que notre projet prend vie, en collaboration avec l'ONG Codocmer, qui lutte contre les problèmes liés au développement durable au Cambodge. Notre solution est la décentralisation de l'énergie en construisant des mini-réseaux électriques autonomes, autrement dit des mini-grids, qui vont alimenter un ou plusieurs villages et qui sont alimentés par des sites de production qui leur est consacré, luttant ainsi contre ce problème d'électrification rurale. Ces petites unités de production locale d'électricité, entre environ 10 kW et 10 MW, alimentées par une ou plusieurs sources d'énergie, fonctionnent de manière autonome et donc indépendamment des réseaux nationaux. Traditionnellement, les réseaux isolés fonctionnaient avec des générateurs diesel. Entre la pollution générée, le coût d'approvisionnement du diesel dans les zones isolées, le coût de maintenance des machines, leur utilisation était jusqu'ici relativement marginale et peu efficiente.
Mais c'est une tendance qui est en train de changer. Aujourd'hui, il y a l'apparition de nouvelles énergies, de nouvelles technologies, ce qu'on appelle les énergies renouvelables. Ces énergies, en fait, elles permettent de récolter l'énergie solaire, du vent également, mais aussi de la pile à combustible et de l'hydrogène. Ça permet de faire évoluer les mini-grids, toutes ces technologies, car on va pouvoir maintenant installer dans des endroits des sites de production d'électricité indépendants, qui n'ont pas besoin de beaucoup de maintenance, contrairement à un moteur diesel, et qui n'ont surtout pas besoin d'approvisionnement. L'approvisionnement en essence, dans le cas d'un générateur diesel, c'est ce qui coûte souvent le plus cher, car les zones sont isolées, reculées, très difficiles d'accès. Les nouvelles mini-grids de nouvelle génération permettent d'éviter tous ces problèmes. Donc, notre projet est la création d'une carte EMS, Energy Management System, en vue d'être intégrée au sein de ces mini-réseaux mini-grids. Cette carte électronique est un lien direct entre trois sources d'énergie, panneaux photovoltaïques, éoliens, piles à combustible, leurs convertisseurs, des batteries et un onduleur. Cette carte, en fait, pilote de la manière la plus précise possible les tensions et les courants de charge et de décharge des batteries afin d'avoir une autogestion optimale de l'énergie en fonction de la production et de la demande. Donc, notre projet est le prolongement de notre projet de l'année dernière où nous avions mis au point une carte de délestage de charge et de gestion optimum de l'énergie. Aujourd'hui, notre carte embarque un software qui va calculer précisément les états de charge de chaque batterie, qui servira ensuite de référence pour un algorithme de délestage des sources et des onduleurs pour pouvoir garder cette gestion optimum de l'énergie. Après une phase de test sur la technologie nécessaire à notre projet, nous avons pu dans un premier temps simuler le circuit de puissance avec le logiciel Proteus, puis dimensionner le PCB de la carte avec le logiciel EasyEDA, et enfin implanter les algorithmes en C++ dans le microprocesseur à l'aide de l'IDE Arduino. Une fois les algorithmes implantés et opérationnels en simulation, nous avons pu peupler le PCB et commencer les tests. En fin de phase de test, nous avons donc intégré une interface visuelle Blink pilotable par smartphone. Le constructeur de l'application Blink permet de connecter notre smartphone en Bluetooth à notre carte et de visualiser et de tracer les graphes de nos données, ainsi de contrôler les transistors MOSFET manuellement ou automatiquement en fonction du mode choisi. Notre carte de gestion est donc un prototype fonctionnel. Comme on peut le voir sur l'animation à l'écran, on se base sur des transistors MOSFET que l'on sert en tant qu'interrupteur pour autoriser la recharge de la batterie ou bien la décharge de la batterie. Notre microprocesseur est un microcontrôleur intégré à la carte, mais pour des raisons pratiques, pour le test, nous avons aussi intégré une carte Arduino qui permet de manipuler plus facilement le programme. Les seules connectivités de la carte sont ces connecteurs XT90 qui permettent de brancher simplement des charges, que ce soit donc pour recharger avec des panneaux solaires, onduleurs et éoliennes, ou bien la décharge avec un onduleur et des batteries. Les seules interfaces utilisateurs sont donc un simple bouton et un écran pour visualiser les différents états du système. On a également mis en place un disjoncteur pour veiller à la sécurité du système et que tout se passe bien en cas de problème. Il n'y a pas de son. Ah. Pardon. Je vais repartager tout de suite. Ah, pardon pour ce contretemps. Est-ce que vous avez peut-être le son maintenant? Voici donc notre protocole de test. Nous avons notre carte auquel nous avons branché notre batterie, ainsi qu'un onduleur qui alimente une lampe pour visualiser les charges. On peut retrouver en entrée pour recharger la batterie nos trois sources, ici représentées par des alimentations de laboratoire, respectivement pour le panneau solaire, la pile à combustible et l'éolienne. Nous pouvons piloter la recharge de la batterie à l'aide de l'application. Ici, nous alimentons la batterie avec le panneau photovoltaïque. Nous pouvons voir l'intensité augmenter car elle recharge la batterie. Nous pouvons faire de même avec l'éolienne et la pile à combustible. Nous pouvons enfin alimenter l'onduleur pour alimenter les charges dans la maison. Voilà, comme vous pouvez le voir, notre prototype est fonctionnel. Nous sommes très contents du résultat final et nous tenons particulièrement à remercier nos encadrants, notamment Mohamed Barara ainsi que M. Tarek pour leur aide dans le projet.
Les prochaines étapes du projet sont maintenant assez ambitieuses. On aimerait installer un démonstrateur dans un pays en voie de développement, dans une zone isolée, pour montrer avec des petites sources d'énergie pour alimenter 2 ou 3 maisons, pratiquement 2 ou 3 maisons en électricité, pour démontrer que notre projet est fiable et fonctionne correctement. Je vous remercie de votre attention. Merci à tous. Merci. Excusez-moi, mon micro fait des siennes. Merci beaucoup les étudiants pour cette présentation de projet. Alors, nous allons tout de suite enchaîner, hein, bien évidemment, avec le second projet, donc second lauréat de la même thématique en énergie, qui va être présenté par Jean-Baptiste, Marline et Hugo, qui s'appelle Emailbox. Le jury a noté ce matin une très bonne qualité qui présente un très grand intérêt avec un engagement sans faille de l'équipe et surtout un potentiel pour un lancement sur le marché à venir. À vous les étudiants. S'il y a bien quelque chose qui n'a pas évolué dans votre logement aujourd'hui, c'est bien votre boîte aux lettres. Et si elle vous envoyait un message ? Bonjour à tous, nous allons vous présenter le projet iMailbox. Nous sommes 3 apprentis en parcours énergie. Je suis Jean-Baptiste, je travaille chez Fibre Entreprise en tant qu'apprenti dessinateur-projeteur au bureau d'études. Bonjour, je m'appelle Marline Maximus et je travaille chez Socomec en tant que prescripteur international. Bonjour, je suis Jules Guirac-Mayrac, je travaille en tant qu'apprenti correspondant métier au sein d'EDF. Alors, pour commencer, nous allons situer un peu le contexte de notre projet. Tout a commencé en juin 2020. Nous sortions de confinement et nous reprenons l'école après notre période en entreprise. L'école nous confie un projet pluridisciplinaire. Nous voulions, d'un accord commun, sortir de notre zone de confort, qui est l'énergie, pour découvrir autre chose et en apprendre davantage. Nous nous sommes donc dirigés vers un objet connecté. En regardant ce qui nous entoure, dans nos logements, nous nous sommes vite rendus compte que la majorité des objets peuvent être intelligents ou connectés, hormis notre boîte aux lettres. Et effectivement, à ce moment-là, je me suis souvenu que durant le confinement, ma mère nous demandait systématiquement, tous les jours, si quelqu'un pouvait aller vérifier s'il y avait du courrier dans la boîte aux lettres. Je peux vous assurer que ce n'était pas notre tâche préférée. Alors, avant la crise sanitaire, c'était une tâche que l'on réalisait quotidiennement, sans vraiment s'en rendre compte, en rentrant ou en sortant de chez nous. Mais aujourd'hui, entre le télétravail et les confinements, nous nous rendons à notre boîte aux lettres exclusivement pour vérifier s'il y a du courrier. Et sachant que de nos jours, tout est dématérialisé, la majorité du temps, elle est vide. Donc l'idée du projet était de créer un système qui prévient un utilisateur par SMS lors de la réception d'un courrier dans sa boîte aux lettres. Dans un premier temps, ce projet était destiné à toutes les personnes qui souhaitaient avoir une boîte aux lettres connectée, tout en sachant que la majorité de la population en possède une. Et dans un second temps, nous nous sommes rendus compte qu'une certaine partie de la population, comme les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite, vivaient déjà dans cet isolement et que pour eux, le déplacement vers la boîte aux lettres se révélait être une tâche très contraignante. C'est pourquoi nous avons décidé de développer une solution qui ne nécessite pas le remplacement de votre boîte aux lettres, mais seulement un kit simple d'utilisation et à installer soi-même. Ce dernier est composé de 2 capteurs, un pour la position de la porte et le second pour détecter la présence d'un objet. Ils envoient leurs états au microcontrôleur qui donne l'ordre au modem GSM d'envoyer un SMS sur le numéro de l'utilisateur, c'est-à-dire votre numéro. Comme vous pouvez voir, notre solution ne nécessite ni de connexion Wi-Fi ou Bluetooth, ni même l'installation d'une application. Alors, comment s'est passé notre projet ? Comme vous le voyez sur le graphique affiché à l'écran, le projet s'est déroulé sur une année entière, scindé en 4 parties, entrecoupées de nos périodes en entreprise. Comme l'a évoqué Marline, nous avons débuté le projet en juin 2020 par la rédaction du cahier des charges et les études de conception. Ensuite, après une période d'entreprise l'été, nous avons commencé la réalisation pratique, notamment par les premiers câblages et les premiers essais. Cela s'est poursuivi en revenant sur la période de novembre à décembre 2020 pour enfin finaliser
la réalisation et la production de notre prototype final sur la dernière période qui a eu lieu, qui a commencé début mars et qui prendra fin en fin avril. Nous avons eu plusieurs difficultés et la difficulté majeure que nous avons eue était la reprise du projet à chaque retour de notre période d'entreprise. C'est pour cela qu'il a fallu que l'on soit très bien organisé. Comme vient de l'évoquer Ugur, il a été important pour nous, afin de bien mener ce projet, de mettre en place des outils et des méthodes de gestion de projet. Nous avons notamment réalisé une planification de type Gantt. Nous avons mis en place des réunions hebdomadaires pour le suivi de nos tâches via Teams, ou encore des procédures de validation continue grâce aux outils collaboratifs. Pour ce qui est de la réalisation et de la conception du projet, nous avons été amenés à utiliser plusieurs logiciels et outils. Nous avons utilisé notamment MPLab pour l'intégration et la programmation de notre microcontrôleur, AutoCAD pour les dessins techniques et les schémas électriques, ou encore Fusion 360 pour la modélisation 3D de notre prototype. Aujourd'hui, AMLBox est un produit abouti et fonctionnel. Cependant, il nous reste encore quelques sujets en cours de développement, tels que rendre le kit autonome en énergie par la mise en œuvre de batteries rechargeables, par exemple, ou encore permettre à l'utilisateur de configurer lui-même son numéro de téléphone et enfin, le prévenir de la relève du courrier. De plus, nous avons identifié plusieurs améliorations possibles, par exemple l'amélioration des capteurs par des technologies plus développées ou encore, grâce au microcontrôleur, l'ajout de systèmes comme un système anti-effraction ou bien un système de déverrouillage sans clé. Dans le but de commercialiser le produit, nous souhaitions savoir la viabilité de notre projet sur le marché actuel. Pour ce faire, nous avons lancé une étude de marché à laquelle 89 personnes ont répondu. Sur ces 89 personnes, 82% des personnes trouvaient un intérêt pour notre projet. Concernant le fait d'être notifié par SMS, 75% d'entre eux préféraient ce système comparé à un système de notification par email ou bien par une application. Quant au prix à mettre pour ce produit, ils seraient prêts à débourser pour 65% d'entre eux un prix allant de 10 à 30 euros. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez sur le petit prototype en 3D que vous avez à l'écran, celui-ci nous est revenu à 45 euros à l'unité. Grâce à l'optimisation des composants, l'achat et la production en grande quantité, nous pourrions largement obtenir un objectif de commercialisation aux alentours de 20 euros TTC. Enfin, pour terminer notre présentation, nous vous proposons une démonstration en images de notre solution. Notre présentation est désormais terminée. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et n'hésitez pas à voter pour AMLBox. Merci les étudiants. AMLBox, effectivement. Alors moi, j'aimerais bien en avoir une pour le SME Sudria. Si on peut tout de suite la commander, ce serait une bonne chose. Merci encore pour ce beau projet et très abouti. Donc, dans la suite et dans la continuité, pour ne pas perdre le rythme, le projet suivant, Phoenix Prosthetics, de la thématique commande et système de la matinée.
donc mené par David et Guillaume. Donc c'est lui qui a gagné ce matin voilà, le prix du lauréat lors de du jury de la matinée pour sa grande créativité. Comme vous allez le voir, voilà, qui va présenter donc une innovation très originale avec un grand potentiel et riche de valeurs humaines. C'est un projet abouti, porté par une équipe très engagée, dynamique et avec beaucoup d'enthousiasme. Les étudiants, à vous la parole. Bon, ben, merci beaucoup. C'est une introduction très élogieuse. Alors, premièrement, est-ce que vous m'entendez bien? On vous entend, David. Je vous remercie. Très bien. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle David Veil et je vais vous présenter Phoenix Prosthetics, la solution qui va accompagner une véritable évolution dans le monde des prothèses bioniques. On vit à une époque formidable parce que de nos jours, la perte d'une main peut être compensée par une prothèse bionique. Cela étant, permettez-moi de vous poser une question. Savez-vous quel est le point commun entre la main bionique Michelangelo et une Porsche 718? Eh bien, le point commun, c'est le prix. Les deux peuvent être acquis pour la somme de 60 000 €. 60 000 €. Autant dire que peu de gens peuvent s'en offrir une. Ce contexte difficile est à l'origine d'un destin. En 2002, un jeune homme de 18 ans perd sa main lors d'un accident du travail. Cet homme s'appelle Nicolas Huchet. Face à son handicap, il fabrique sa propre main bionique. Seulement, le prototype qu'il conçoit n'est pas dimensionné pour la vie de tous les jours. Il fonde alors l'association My Human Kit, dont l'objectif est de concevoir une main bionique pour le quotidien, dont le prix n'excède pas 1 000 €. Nous avons réalisé que Nicolas passe ses journées à manipuler des outils. Or, manier des outils avec une prothèse a ses limites, surtout quand on doit mettre ses deux mains à contribution. Nous nous sommes posé la question suivante: comment permettre à Nicolas et à son équipe de manier des outils au quotidien, malgré le handicap? Nous voulions concevoir un dispositif innovant, quelque chose de jamais vu, et je vais maintenant laisser Guillaume vous en présenter le cahier des charges. Donc, pour répondre à la problématique, on a imaginé une prothèse qui offrait la possibilité d'interchanger les vecteurs qui est porté au bout. Et on a appelé ce concept la prothèse-outil multimodule. On a conçu donc 3 éléments. Le premier, c'est l'emboîture. C'est la partie qui vient s'emmancher sur l'avant-bras amputé. Elle doit être réalisée sur mesure et doit présenter à son extrémité un dispositif pour connecter les modules. Donc, en parlant de modules, on en a conçu 2. Un module perceuse qui doit délivrer un couple d'environ 50 Nm. C'est le couple standard pour une perceuse moyenne gamme, et un module préhenseur pour manipuler les objets courants et qui offre également un retour sensoriel non invasif. Donc sur ce schéma synoptique, on va pouvoir voir comment tout cela s'organise. Donc l'emboîture va porter la batterie qui alimente l'ensemble de la solution, par ailleurs, grâce à ces capteurs, elle va pouvoir déterminer l'intention de l'utilisateur pour contrôler les différents modules. Les 2 modules vont posséder des moteurs, mais la main va disposer en plus de capteurs de pression au bout des doigts, qui vont interagir avec le 4e élément, qu'on peut voir à gauche, c'est le bracelet vibrant qui va assurer le retour sensoriel. Maintenant, je vais laisser David vous présenter tout l'aspect myoélectrique de la prothèse pour la commande. Oui, tout à fait. Alors, voici l'emboîture. C'est la partie de la prothèse qui s'emmanche sur l'avant-bras. En l'occurrence, le profil interne de notre prototype reprend la forme de l'avant-bras de Nicolas Huchet. Concernant la commande, il se trouve que les muscles qui commandent la main se trouvent dans l'avant-bras. Donc une personne qui perd sa main ne perd pas les muscles qui la commandaient, et ces derniers sont toujours utilisables. Or, tout muscle qui se contracte produit une activité électrique qu'on peut mesurer à la surface de la peau avec des électrodes. On appelle ce signal mesuré un signal myoélectrique. C'est pourquoi notre emboîture dispose d'un bracelet qui porte 2 électrodes à positionner de chaque côté de l'avant-bras. À l'extrémité de l'emboîture se trouve le poignet que nous avons conçu. Dès lors qu'il est connecté, le module est détecté et devient immédiatement commandable. La connexion se fait de la même manière que celle d'un objectif sur un appareil photoréflexe. Cette ressemblance est très pratique, ça rend le branchement du module extrêmement intuitif. On a conçu un mécanisme de connexion instantanée. Côté emboîture, il y a des poussoirs à ressort, côté module, il y a des interfaces. Lorsque le module est branché, les interfaces se placent en regard des poussoirs. Ce qui rend ce poignet unique et innovant, c'est que pour pouvoir alimenter un outil puissant, il est dimensionné pour faire passer 50 ampères de courant en continu. La qualité des contacts est cruciale, parce que s'il y a une résistance à cet endroit, il va y avoir une production de chaleur et le plastique risque de fondre. C'est pourquoi nos poussoirs et nos interfaces sont plaqués or. L'or améliore la qualité des contacts. On distingue 4 poussoirs et 4 interfaces. 2 sont réservés à la puissance
2 sont réservés à la communication. En l'occurrence, il s'agit de communication I2C. Je vais maintenant laisser la parole à Guillaume, qui va vous présenter l'électronite sous-jacente. Donc la communication qu'on vient de citer, elle a lieu entre 2 microcontrôleurs, celui de l'emboîture qui va être maître dans la liaison et celui du module qui est esclave. L'ordre envoyé au module va dépendre de l'état des capteurs myoélectriques. Ces derniers vont devoir être amplifiés d'un facteur 1000, car en effet la tension électrique mesurée sur un muscle est de plus ou moins 1,5 mV, et le capteur va permettre d'offrir en sortie une tension qui va de 0 à 3 volts. Le microcontrôleur présent dans le module perceuse va commander un driver qui va lui-même commander les moteurs, et il est dimensionné du coup pour gérer des moteurs qui peuvent occasionner un pic de courant qui va jusqu'à 42 ampères. Au contraire, du coup, dans le module préhenseur, on n'aura pas de driver, le microcontrôleur va alimenter directement les 3 servomoteurs, un pour le pouce, un pour l'index, et le dernier pour les 3 autres doigts de la main. Maintenant, en ce qui concerne le retour sensoriel, il va mettre à contribution 2 éléments. D'une part, on aura des capteurs FSR sensibles à la pression sur le bout de l'index, le majeur et le pouce. Et d'autre part, un bracelet qui va comporter 2 vibromoteurs. Ces derniers vont s'activer en fonction du capteur qui est stimulé dans les doigts. L'emboîture va distinguer 2 ordres de la part de l'utilisateur. Tout ça, c'est donc pour la partie commande, l'ouverture et la fermeture. Pour la commande de la perceuse, ces 2 actions, donc ouverture-fermeture, vont commander le sens de rotation de la perceuse, de la visseuse. Et en revanche, pour le module préhenseur, on a codé différentes prises qu'on va pouvoir sélectionner à partir de boutons qui se trouvent sur le dos de la main. Et ça va nous permettre d'avoir un grand nombre de prises différentes avec seulement 2 commandes. Donc l'ouverture, la fermeture, encore une fois. Maintenant, je vais laisser David illustrer concrètement le fonctionnement de la prothèse à travers d'une petite vidéo. Oui, tout à fait. Alors, voici une courte démonstration de notre dispositif. Alors, premièrement, on voit que j'ai les électrodes sur l'avant-bras. Premièrement, je branche. Et je branche les électrodes à la prothèse. On place la batterie. Et ensuite, on peut brancher le module. On allume la prothèse. Et le voyant passe de rouge à orange, ce qui signifie que le module est détecté. Ici, on a mis quelque chose dans le mandrin pour rendre plus manifeste la rotation. Et on voit que quand je contracte la main, la perceuse tourne et la main se ferme. Alors, dans un avenir très proche, Nicolas va essayer notre prothèse pour la première fois. Aujourd'hui, la seule chose qui nous en empêche, c'est le confinement. À part cela, une perspective s'offre à nous. Il se trouve que toute entreprise de plus de 50 salariés doit employer au moins 6% de personnes en situation de handicap. Si elle ne le fait pas, elle s'expose à de lourdes contraventions. Dans les faits, les entreprises ont du mal à remplir ce quota, et on pourrait proposer notre solution comme outil de travail à des entreprises manufacturières pour réinsérer des personnes amputées à des postes techniques. Ce serait une véritable innovation dans le monde des entreprises manufacturières, et ça se ferait au profit des entreprises qui ne paieraient plus d'amende, mais aussi des employés qui trouveraient alors un emploi. Pour conclure, nous avons imaginé une prothèse offrant la possibilité d'interchanger l'effecteur qui est porté au bout. Nous appelons ce concept prothèse-outil multimodule. Nous avons conçu une perceuse commandée par contraction musculaire, une main offrant un retour sensoriel et une emboîture dont le poignet est capable de faire passer d'énormes quantités de courant. À l'origine conçue pour l'équipe de MyHumanKit, notre prothèse laisse entrevoir d'autres perspectives. Elle pourrait permettre de réinsérer des personnes amputées à des postes techniques. Non seulement cela se ferait à leur avantage, mais aussi à l'avantage des entreprises. Merci à tous. Madame Janson? Ouais, j'ai un problème de micro, excusez-moi, hein, j'ai vraiment un temps de latence énorme sur sa remise en route. Merci aux 2 étudiants pour ce beau projet. Le projet suivant, sans attendre, puisque voilà, on en arrive à peu près à la moitié de nos présentations, eh bien, c'est au niveau de la thématique système embarqué et IoT, où le projet SafePills, qui a été projeté et présenté, a retenu toute l'attention du jury. Donc, c'est une équipe très soudée, Céline, Claire et Riyad, avec un projet très abouti, tant au niveau technique que sur sa présentation finale. C'est ça qui a fait la différence, et également, voilà, une équipe, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, soudée, organisée,
avec un travail de qualité et bien partagé. Ce sont des éléments qui sont ressortis de SafePills. À vous les étudiants. Votre micro. Excusez-moi, merci. Bonjour à tous. Alors, on va vous présenter notre projet de fin d'études SafePills, le pilulier connecté. Donc, on l'a réalisé dans le cadre de la majeure système embarqué avec Céline, Riyad et moi-même. Je laisse la parole à Céline. Ok. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter Monsieur Hubert, une personne âgée de 75 ans et qui prend pas mal de médicaments, donc une dizaine quotidiennement, et qui souhaite être encore autonome. Et c'est un cas comme beaucoup d'autres où il peut souffrir d'hiatrogénie due à un défaut d'observance. Et là, vous allez me dire, mais que veulent dire ces mots? Et donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Donc, le défaut d'observance médicamenteuse est la mauvaise prise d'un médicament ou d'un traitement. Donc, parmi les sources de cette notion que nous allons voir et que nous prenons en compte, aujourd'hui, un quart oublie de prendre leur médicament et un autre quart a peur d'avoir des effets secondaires. Ainsi, nous en venons au fait de l'hiatrogénie médicamenteuse qui désigne tous les effets indésirables provoqués par la prise d'un ou plusieurs médicaments. Et donc, en fait, il est fréquent que les traitements des personnes âgées comportent plusieurs médicaments et comme l'augmentation de leur nombre et l'association au vieillissement de l'organisme exposent davantage au risque iatrogène. Et donc, en conséquence, la France débourse plus de 9 milliards d'euros pour l'hiatrogénie et malgré cela, on remarque des chiffres alarmants venant de l'assurance maladie réalisés en 2019 concernant les personnes âgées de plus de 65 ans. Et parmi les chiffres que vous pouvez voir sur le diapo, 45 à 70% peuvent être évités et c'est ce qu'on aimerait pour Monsieur Laurent. Alors, il y a une question qui se pose maintenant. Comment Laurent peut-il lutter contre le défaut d'observance et l'hiatrogénie médicamenteuse? Je donne la parole à Claire pour la suite. Votre micro. Oui. Alors, la solution qu'on va développer pour Laurent, c'est un pilulier connecté. Donc, il est présenté sous cette forme-ci. Donc, on l'a fait en impression 3D. La partie bleue, ça va être la partie qui contient les pilules de tous les jours de la semaine. Donc, on voit qu'il y a 7 colonnes pour les 7 jours de la semaine. Et chaque colonne contient 4 cases. Donc, une pour le matin, le midi, le soir et le coucher. Une fois que donc les cases, elles vont s'ouvrir par le dessous et laisser tomber les médicaments dans l'entonnoir. Donc, l'entonnoir, c'est la partie grise. Et une fois que les pilules arrivent au fond de l'entonnoir, donc comme on peut le voir ici, on aura une petite bascule qui va pouvoir choisir si on fait pivoter donc les pilules à droite ou à gauche. Donc, si elles descendent ici, ça sera la coupelle que Monsieur Laurent pourra récupérer pour prendre ses comprimés. Mais s'il a oublié de prendre ses médicaments, par exemple, il va falloir les mettre dans un autre compartiment pour pas qu'ils les prennent. Donc, la bascule basculera de l'autre côté les médicaments et ils pourront être recyclés par la suite. Donc ici, on a le schéma bloc de notre projet pour expliquer simplement comment il fonctionne. Donc, le cœur de notre projet, ça va être l'intelligence électronique. Donc, il va piloter le bouton, tout d'abord, qui est l'élément central du projet. Le bouton, il va être lumineux et clignotant pour indiquer à Laurent qu'il faut appuyer sur le bouton pour pouvoir prendre ses médicaments. Et lorsqu'on appuie sur le bouton, ça va activer les drivers moteurs pas à pas, ainsi que les moteurs pas à pas, ce qui va permettre d'ouvrir et de fermer les cases de notre pilulier. L'intelligence, ça va également contrôler le cerveau moteur. Donc, le cerveau moteur, c'est ce qui permet de contrôler la petite bascule, donc ici, en fin de notre entonnoir du pilulier. Et donc, ça va pouvoir, c'est ça, ça contrôle la bascule pour savoir dans quelle coupelle on va déverser les médicaments. L'intelligence, elle va également contrôler un écran LCD. L'écran LCD, il est là pour indiquer des informations, donc comme le jour, la date, et également le nombre de cases restantes à ouvrir. On peut voir aussi qu'il y a plusieurs autres composants qui pourront être ajoutés par la suite dans notre projet pour pouvoir l'améliorer. Je donne la parole à Céline. Alors oui, donc maintenant, je vais vous expliquer la méthode utilisée pour l'ouverture des cases que nous avons, que vous pouvez voir ici justement sur l'écran. Et c'est donc un système de coulissage avec 5 positions contrôlées par un moteur pas à pas pour chaque colonne. Donc la première position correspond au début de la journée, quand toutes les cases sont encore fermées.
Et ensuite, comme vous pouvez voir sur la position 2, lorsque Laurent prend ses médicaments le matin, la coulisse va se décaler d'une case grâce au moteur en fait, et ainsi de suite jusqu'à la fin de la journée où toutes les cases sont ouvertes et à la fin, la coulisse se fermera automatiquement par la suite. Voilà. Donc je passe la parole à Riyad. Donc Safe Pills s'oriente autour de 4 grands points. Le premier point, c'est que c'est un pilulier donc intelligent qui arrive à pouvoir détecter la prise de médicaments par le patient grâce à des interactions simples et pouvoir renseigner toutes ces informations-là dans une base de données. Le deuxième point, c'est simple, parce que le grand point de notre pilulier, c'est de l'adapter à l'appréhension du patient, qui est Laurent, dans notre cas. C'est une personne âgée qui peut avoir des difficultés avec ses mains, qui peut avoir des difficultés à prendre certains médicaments. Donc, l'idée, c'est vraiment de lui simplifier la tâche. Le troisième point, c'est que c'est donc un pilulier qui est connecté, donc qui va relier Laurent à sa famille et au personnel médical. Et ce dernier point nous relance donc sur le quatrième point, qui est donc sécurisé, car il y aura énormément de données de santé qui vont transiter, et du coup, il nous faut avoir une utilisation responsable de ces données. Donc vraiment, la valeur ajoutée de ce pilulier connecté, c'est que vraiment, il se met au centre de notre écosystème entre Laurent, sa famille et le personnel médical, où via des interactions simples, pourra renseigner tout le monde et donner accès aux médicaments pour Laurent. Donc, on va vous montrer donc une petite démonstration de comment fonctionne notre pilulier. Donc, voilà le gros bouton sur lequel on appuie. On va passer donc d'une case à une autre. Là, par exemple, cette ligne-là, donc c'est lundi. Et du coup, lorsque c'est fini, ça va se refermer. Ensuite, là, c'est la même vue du même jour, lundi, où en fait, donc là, c'est un test où on va montrer que ça part de chaque côté, que la bascule est bien fonctionnelle. D'un côté, c'est la coupelle, de l'autre, c'est le compartiment poubelle. Une fois donc que lundi est fini, on passe donc à mardi, où là, en fait, il y a une reconnaissance du calendrier. Donc sur l'écran LCD, c'est donc bien marqué mardi 13 avril 2021. Pour mercredi, donc ça va être totalement pareil, et on va passer sur tous les jours. Donc là, comme vous pouvez le voir, on n'utilise pas vraiment des médicaments, on utilise plus des bonbons, mais c'est notre manière à nous, on va dire, de tester le produit. Oula, pardon. Désolé. En tout cas, voilà. Une fois qu'on arrive donc à dimanche, la bascule revient à lundi. Voilà. Donc on réalimente donc après en médicaments et ça va donc revenir à lundi. Et ainsi de suite, sans s'arrêter. Voilà. Donc la prochaine étape donc, de notre projet, c'est tout simplement l'intégration à l'incubateur de l'ESME Sudria. Nous avons déjà été acceptés et du coup, nous allons continuer à travailler sur ce projet en avançant sur le prototype, en créant les statuts juridiques de l'entreprise et en démarrant donc nos études de marché pour lancer la commercialisation. Je vais donc passer la parole à Céline pour simplement vous remercier. Il y a un problème de micro, non? Vous m'entendez? Oui, là on vous entend maintenant. Merci. Juste pour dire merci à tous de nous avoir écoutés et que n'hésitez pas pour les questions dans le chat. Voilà. Vous en avez déjà des questions, je les ai vues. C'est ce que j'étais en train de regarder. Donc, effectivement, les étudiants qui sont avec nous, voilà, de ce côté-ci des présentations, n'hésitez pas à répondre aux commentaires, aux questions, voilà, des personnes qui nous suivent sur ce live. Donc, merci encore aux étudiants. Sans plus tarder, donc le projet suivant, eh bien, c'est une thématique de recherche très ambitieuse que nous allons vous présenter à travers ce projet, puisqu'il s'agit de l'intelligence artificielle au service du locked-in syndrome. Donc, vous allez voir dans cette thématique
Le travail énorme qui a été constaté par le jury de ce matin des 3 étudiantes, Elisa, Julie et Julia, donc, qui ont été récompensées dans la thématique intelligence numérique. Donc pour leur travail, la technicité appliquée à ce projet, la clarté, la pédagogie de la présentation qui a été faite. Mesdemoiselles, à vous de jouer. Donc bonjour à tous. Donc ce soir, Julia, Julie et moi-même, on va vous présenter donc notre projet de fin d'études intitulé LISIA, l'IA au service des locked-in syndrome, qui a été fait dans le cadre de la majeure biotech et numérique et en partenariat avec Microsoft et l'association Alice. Donc, dans le cadre de son projet Share AI, Microsoft vient en aide à différentes associations en leur proposant des solutions basées sur l'intelligence artificielle. Dans ces associations, on retrouve l'association du Locked-in Syndrome, donc Alice, qui vient en aide aux personnes lisses, donc Locked-in Syndrome. Il faut savoir que parfois, après un AVC, certaines personnes se retrouvent dans le coma et lorsqu'elles se réveillent, elles ne peuvent plus parler ni bouger, mais elles comprennent tout et elles entendent tout. Il y a plus de 500 personnes en France qui sont touchées par ce syndrome. La plupart d'entre elles font le choix de rester à domicile, mais malheureusement, certaines sont contraintes ou font le choix de rester en centre de rééducation, en maison d'accueil ou en hôpital. En tout cas, où qu'elles se trouvent, elles sont accompagnées en permanence par des équipes spécialisées. Donc, comme je l'ai dit, les personnes lisses, ce sont des personnes qui entendent tout, qui comprennent tout, mais qui ne peuvent ni bouger ni parler. Donc aujourd'hui, pour communiquer avec leur entourage, elles utilisent des claviers, comme vous pouvez le voir à l'écran. Sauf que ces méthodes coûtent très cher, en moyenne 600 €, c'est très chronophage et ça demande énormément de concentration aux personnes lisses pour pouvoir communiquer avec leur entourage. Donc nous, l'objectif de notre projet, c'est de proposer une solution innovante qui permet d'améliorer leur qualité de conversation avec leur entourage en leur proposant une interface graphique réalisée en C# accompagnée d'un modèle de deep learning. Donc sur ce graphique, vous pouvez voir le fonctionnement général de notre application. Donc la première chose à faire, c'est de capter la phrase prononcée par la personne qui s'entretient avec la personne lisse. Donc dans notre cas, c'est « Qui dois-tu voir aujourd'hui ?» Et donc la première étape, c'est la reconnaissance vocale. Donc nous avons implémenté la reconnaissance vocale dans notre interface graphique. Donc il suffit juste à la personne lisse d'appuyer sur le bouton « Parler » et ça transforme la phrase orale en phrase écrite, comme vous pouvez voir dans le rectangle. Et donc là, c'est « Qui dois-tu voir aujourd'hui ?» Je vais laisser maintenant la parole à Julie pour la suite. Donc, pour construire et utiliser notre modèle de deep learning, il faut dans un premier temps qu'on pré-traite les données. Donc, afin de transformer la phrase prononcée par l'interlocuteur en données compréhensibles par l'ordinateur, on a utilisé des techniques de traitement du langage naturel ou NLP. Donc, dans un premier temps, on a utilisé la tokenisation pour découper la phrase en jetons et supprimer les données superflues telles que les majuscules ou la ponctuation. On a ensuite effectué une lématisation dans le but d'associer des poids aux mots de la phrase. Donc ça permet de mettre en lumière les mots-clés. Une fois que ce traitement a été mis en place, on a construit notre modèle de deep learning. Donc pour cela, on a d'abord construit un dataset de train, donc composé de nos données d'entraînement. Il comporte environ 300 phrases réparties en 31 classes relatives aux thèmes de la vie quotidienne, donc comme les sentiments, l'actualité ou la météo. Et on a aussi créé un dataset de test qui nous permet d'évaluer les performances de notre modèle sur des données qu'il n'a jamais vues. Donc notre modèle, c'est un modèle séquentiel. Il est composé de 2 couches denses, de 2 couches de dropout pour éviter le surapprentissage et d'une couche de sortie qui comporte autant de neurones que de classes dans notre dataset. Donc, à gauche, vous pouvez voir les performances de notre modèle de base. Donc, afin de les améliorer, on a exploré différentes combinaisons de fonctions d'activation sur nos couches denses. Et on a aussi déterminé le nombre optimal d'époques pour l'entraînement de notre modèle. Donc, comme vous pouvez le voir à droite, on a comme résultat une précision proche de 100% et un modèle qui apprend plus vite. De même, pour les fonctions de perte, on est proche de 0%. Et les performances de notre modèle se sont améliorées par rapport à notre modèle de base. Donc maintenant, je laisse la parole à Julia pour vous présenter la suite. Donc maintenant que nous avons développé notre modèle de deep learning, il a fallu qu'on passe à l'étape qui consistait à l'intégrer directement dans notre application qui, elle, était développée en C# pour pouvoir l'utiliser et faire des prédictions de réponses. Donc pour cela, on a utilisé une technologie qui s'appelle ONNX. Donc ONNX, c'est une technologie qui est très récente et encore très peu utilisée pour ce type d'application aujourd'hui. Donc, en fait, elle permet de faire le transfert de modèles de deep learning d'un framework à un autre.
Donc, maintenant que nous avons pu relier notre modèle et notre application, la prochaine étape, c'est l'étape qui consiste à prédire une réponse à notre entrée. Donc, vous avez devant vous à nouveau un aperçu de notre interface graphique. Donc, au centre, comme vous l'a dit Elisa tout à l'heure, se trouve la phrase qui a été prononcée par la personne Lys. Et juste en dessous, dans les nuages de mots, donc vous pouvez voir les réponses qui sont prédites par notre algorithme. Donc, à l'entrée, qui dois-tu voir aujourd'hui? Notre algorithme a prédit médecin, pharmacie ou encore hôpital. Et enfin, donc, la dernière étape, c'est l'étape qui correspond à la synthèse vocale. Donc, la synthèse vocale, très rapidement, c'est l'outil qui nous permet de transformer un texte en message vocal. Donc, nous allons maintenant vous passer une vidéo de présentation de notre application. Donc, juste très rapidement, l'outil de la synthèse vocale, il a été implémenté en anglais. On n'a pas eu le temps de le passer en français, donc vous allez entendre un très léger accent au moment des réponses. Voici l'interface sur laquelle nous arrivons lorsque nous lançons l'application. La première chose à faire est d'activer le micro de l'appareil en cliquant sur le bouton Réglages. Pour l'activer, on clique donc sur Activer le micro et une fois activé, le bouton passe en vert. On utilise le bouton Retour pour revenir à l'interface principale. La personne Lys a également un accès direct à un bouton Urgence lui permettant de communiquer en urgence avec son entourage. Par exemple, elle peut signaler rapidement qu'elle est bloquée grâce à l'option « Je suis bloquée ». Ensuite, lorsqu'une personne extérieure va vouloir rentrer en contact avec la personne Lys, cette dernière doit cliquer sur le bouton « Parler ». Son interlocuteur va par exemple alors lui dire « Salut ». On peut voir dans le rectangle que les mots prononcés par la personne valide sont retranscrits ici grâce à la reconnaissance vocale. En appuyant sur le mot, la personne Lys a accès à une série de propositions en adéquation avec les mots prononcés par la personne valide. Elle n'a alors plus qu'à sélectionner celui qu'elle trouve le plus adapté. Un autre exemple pourrait être « Qui dois-tu voir aujourd'hui ?» Et voici les réponses qui lui sont proposées. Enfin, un dernier exemple. Ça va, tu as mal quelque part? Et voici, encore une fois, les réponses qui lui sont proposées. D'autre part, les réponses oui, non et merci restent affichées en permanence puisque ce sont des réponses courtes et rapides que n'importe qui a besoin de prononcer régulièrement. Enfin, si la personne Lys souhaite ouvrir une conversation, elle peut cliquer sur le bouton clavier, lui donnant accès à une barre de texte où elle peut taper ce qu'elle souhaite à l'aide de son clavier habituel. Elle n'a alors plus qu'à appuyer sur le bouton envoyer pour que son texte soit transmis à son interlocuteur. Donc, je vais maintenant passer à la présentation de nos perspectives d'amélioration sur ce projet. Donc, tout d'abord, ce qui est au cœur de nos préoccupations, comme vous en doutez, ce sont les retours utilisateurs, puisque ça nous permettrait de développer une solution d'une part qui leur corresponde et d'autre part qui soit basée sur leur expérience. Ensuite, nous pouvons aussi imaginer une solution qui serait personnalisée, c'est-à-dire proposer un outil qui serait propre à chaque utilisateur. Donc, par exemple, pour cela, nous pourrions enregistrer les conversations entre l'interlocuteur et l'utilisateur afin d'enrichir son vocabulaire. Donc, si nous enrichissons ce vocabulaire et donc notre base de données d'entraînement de notre modèle de deep learning, on pourrait améliorer notre traitement du langage naturel. Enfin, nous pourrions aussi proposer un outil de détection d'interlocuteurs, c'est-à-dire adapter les réponses et le vocabulaire à chaque interlocuteur. Et enfin, pour terminer, nous pourrions proposer une solution qui permettrait aux utilisateurs de communiquer à distance. Donc voilà, merci pour votre écoute et nous tenons à remercier particulièrement M. Trottin, Mme Chenon et M. Amour pour leur accompagnement durant tout le projet. Merci beaucoup les étudiants. Et effectivement, merci à tout l'ensemble des encadrants et des professeurs qui ont œuvré aussi dans cette formation et dans la réalisation de ces beaux projets. Alors, tout de suite, on enchaîne avec le projet lauréat de la thématique traitement de la donnée de la matinée. Et c'est Emma, Raphaël et Julien qui sont lauréats avec un projet nommé BookClick, un système de recommandation de livres. Issu de la majeure Big Data et Digital Marketing, ce projet a été sélectionné par son aboutissement, des réflexions complètes menées sur le sujet.
et des étudiants qui ont fait a priori une très bonne présentation, convaincante et vendeuse. À vous de jouer les étudiants. Donc bonjour à tous, merci à vous d'être présents sur le live ESME Master Project. Nous allons donc vous présenter notre projet Booklick, qui est un système de recommandation de livres. Donc ce projet a été réalisé par Emma Delay-Lexicki, Raphaël Portel et moi-même, Julien Petit, et a été encadré par monsieur Martin Nassé. Donc avant de vous présenter le projet de manière un peu plus précise, on tenait à le mettre en contexte, dans son contexte technologique. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le big data constitue une nouvelle dynamique dans la société, et cette dynamique est caractérisée par la production de quantités massives de données. Ce qui compte, ce n'est pas forcément la quantité des données qu'on va avoir, mais c'est plutôt la qualité de l'analyse qu'on va en faire et des informations qu'on va en tirer. Ici, nous allons nous concentrer sur les informations qu'on peut tirer sur des utilisateurs et sur le comportement des consommateurs. Donc, parmi les données qu'on peut trouver, on a des données sur leurs préférences, leurs valeurs, leurs goûts. Et à partir de toutes ces données-là, on va pouvoir donc développer des systèmes de recommandation. C'est ce que des marchands en ligne ont fait. Et ici, on va se concentrer sur les marches de biens culturels. Donc l'objectif d'un système de recommandation est simple, ça sera de proposer un outil au consommateur qui va permettre de faciliter sa navigation en lui proposant différents choix qui seront basés sur ses anciennes recherches ou sur ses préférences. Donc ici, on va se placer dans la peau d'une start-up qui va développer et vendre une plateforme de recommandation de livres pour un site de e-commerce qui donc de base vend des livres. Donc les principes et les objectifs de ce projet. Nous devions réaliser une interface qui a pour but donc de présenter à l'utilisateur différentes recommandations de livres. Cette plateforme aura pour but d'être vendue en tant que solution à l'entreprise, au site de e-commerce, mais d'un point de vue client, elle aura aussi pour but de s'adresser à des lecteurs occasionnels ou alors confirmés. L'objectif, c'est de fournir des recommandations diverses et assez variées pour n'importe quel type de profil. L'objectif final de cette plateforme, en plus d'être ergonomique et attractive, sera de générer de nouveaux revenus pour le site de e-commerce. Donc on a ici d'abord un enjeu économique, mais on distingue deux autres enjeux importants dans ce projet. Un enjeu d'abord technologique, puisque nous devrons utiliser les meilleurs outils techniques pour proposer une solution fiable et consistante, et aussi un enjeu commercial, car notre plateforme devra proposer une réelle valeur ajoutée sur le marché du livre. Je vais donc maintenant laisser la parole à Emma, qui va vous parler de manière un peu plus technique de notre projet. Donc on va maintenant parler de l'architecture du projet. Donc on devait réaliser deux systèmes de recommandation. Un premier, basé sur le contenu, qui propose les livres les plus ressemblants à un titre en particulier grâce à des scores de similarité. Et un deuxième, basé sur le filtrage collaboratif, qui va comparer un utilisateur aux autres utilisateurs de la communauté et va lui proposer les livres qui plaisent aux utilisateurs qui lui ressemblent. En ce qui concerne les solutions logicielles, on a décidé d'utiliser Python et PySpark via Spark pour créer une architecture solide pour nos systèmes de recommandation. Ensuite, on utilise la base de données PostgreSQL, qui est solide et fiable. Enfin, pour créer une REST API consistante, on a décidé d'utiliser l'environnement Node.js. Et pour notre front-end, on a choisi la librairie React.js. Avant de vous présenter la solution, je vais faire un petit point sur l'étude de marché qu'on a réalisée sur les systèmes de recommandation. On a pu constater différentes choses. D'abord, les systèmes de recommandation de livres sont souvent intégrés dans les sites de e-commerce culturels. Ensuite, plusieurs plateformes proposent un service de recommandation de livres sur un site dédié, comme notre projet. Il s'agit par exemple des sites lalibrairie.com ou babelio.fr. Ces sites proposent des recommandations basées sur le contenu, mais aussi pour certains sur du filtrage collaboratif. On a aussi des applications comme Books d'Apple ou Glyph qui vont proposer de la recommandation, mais aussi de l'achat. Il s'agit donc d'apporter une véritable valeur ajoutée à notre projet pour se distinguer de la concurrence. Avant de nous lancer dans la conception de la plateforme, on a particulièrement étudié Netflix et Disney+, qui sont des plateformes réputées dans le domaine du streaming. Ces plateformes possèdent une interface graphique très ergonomique et mettent en avant l'expérience utilisateur, donc sont pour nous une véritable inspiration. Et je vais maintenant laisser la parole à Raphaël qui va présenter la solution. La solution Booklick. Donc de ce fait, une démonstration s'impose. On va vous présenter le site, à quoi ressemble pour le client final, l'interface. Ici, il s'agit de la landing page. On a la possibilité de se connecter ou de créer un compte. Pour cette démonstration, nous avons déjà, au préalable, créé un compte. Nous nous connectons. Une fois connecté,
L'utilisateur Xavier aura 3 catégories, les mieux notés, les plus populaires, et les suggestions, basées sur le filtrage collaboratif que Emma a évoqué plus tôt. Et à la façon Netflix, nous avons la possibilité de scroller et de découvrir chaque item, chaque livre de chaque catégorie. Ici, nous allons cliquer sur The Sea of the Tranquility. Une fiche du livre apparaît avec toutes ces informations. Nous avons 3 buttons to action. Ajouter à la librairie, avis et acheter. Ici, nous allons nous intéresser à avis. Nous avons le fil de commentaires de ce livre. Nous avons la possibilité de noter ou de noter avec un commentaire. Les deux sont liés. Si nous rajoutons une étoile, de l'autre côté, l'étoile se mettra à jour. Nous allons rajouter super livre, je conseille. Et finalement, on va mettre peut-être une 5e étoile. On envoie et il apparaît directement dans le fil de commentaires. Nous pouvons revenir sur la fiche du bouquin. Ici, c'est les titres similaires. Les titres similaires est basé sur le contenu, sur le content base, évoqué par Emma aussi. Et nous avons ces différents tags sur lesquels nous avons entraîné ce content base. Nous avons rajouté une autre fonctionnalité plus intéressante pour la recherche. Cette recherche se fait avec de l'autocomplétion. Donc si nous cherchons Harry, nous arrivons sur les livres disponibles et les livres avec le nom d'auteur Harry ou le nom Harry. Voilà, c'était une petite démonstration de notre solution. Il y a bien plus de fonctionnalités, mais nous voulions vous montrer réellement les effets et les aboutissements principaux de cette solution. Non, maintenant, on va passer je vais donner la parole à Emma et on va voir quelle plus-value notre solution pourra avoir sur le marché. Tout au long de ce projet, on a développé un fort intérêt pour le secteur du livre et on a remarqué que durant la crise sanitaire, les livreurs ont longtemps été considérés comme des commerces non essentiels et en ont beaucoup souffert. Ça nous a fait voir notre projet sous un nouvel angle et on a décidé de le rapprocher de l'actualité, donc en trouvant la problématique suivante. Dans quelle mesure la création d'un marketplace tel que Bookclick peut être un levier en termes de visibilité et de croissance pour les librairies indépendantes? Et je vais laisser Raphaël nous expliquer les améliorations du projet pour répondre à la problématique. Alors, quels axes d'amélioration sont possibles? Déjà, pour répondre à cette problématique, il y a déjà le fait de concrétiser ce projet pour en faire une réelle entreprise. Nous sommes en partenariat avec le SME, avec l'IAG, une école de commerce, qui nous offre la possibilité de rédiger un mémoire entrepreneurial et nous aimerions mettre à terme ce projet. De plus, nous aimerions améliorer l'interface graphique et déterminer une identité visuelle à Bookclick. Par la suite aussi, nous aimerions créer une plateforme de vente qui redirigera l'utilisateur vers les libraires proches de chez lui. En partenariat avec une entreprise française appelée Stuart, qui fait de la livraison éco-responsable, notamment grâce à des coursiers qui permettent à la Uber Eats de livrer en moins de 2 heures chez l'utilisateur. Par ailleurs, nous aimerions aussi développer une interface marchande pour le libraire, afin de gérer leur commerce et de gérer leur transition digitale. En effet, pour les libraires actuellement, le fait de prédire le stock des livres futurs et à vendre est très compliqué pour eux. Une interface de ce type leur faciliterait considérablement la tâche. Maintenant, nous allons passer au côté ingénierie. Quelles pourraient être les perspectives d'amélioration? Nous aimerions déployer cette solution sur du public cloud de type AWS et, si le système fonctionne bien, continuer et faire de l'hybrid cloud afin de minimiser les coûts. De plus, nous aimerions rajouter une pipeline MLOps avec un feature store en temps réel pour nos modèles de machine learning distribués. En effet, ça nous permettrait pour nos data scientists de tester plusieurs modèles et de trouver le modèle adéquat en utilisant la même donnée, les mêmes features. Notamment, nous aimerions aussi améliorer l'expérience utilisateur, en effet en réduisant le temps de latence, en adaptant notre architecture de base de données en NoSQL. Donc, nous vous remercions pour votre écoute. Nous espérons que le projet vous a plu. Nous tenons également à remercier toute l'équipe pédagogique de l'ESME Sudria, ainsi que notre encadrant Martin Nassé, qui nous a accompagnés tout au long de ce projet. Voilà, nous espérons que ça vous a plu et que vous voterez pour Bookclick. Merci à tous. Merci à tous. Merci, c'était très intéressant et très pertinent.
Nous allons terminer cette saison de pitch des Master Projects de la promotion 2021 par un projet en cybersécurité. Le pentest n'est plus si compliqué. Et c'est ce projet qui a gagné ce matin dans la thématique réseau et cyber, un projet d'automatisation d'outils open source qui apporte de la valeur ajoutée à des professionnels pour identifier les vulnérabilités d'un système qui intègre des services annuaires. Un projet abouti, utile professionnellement et fouillé techniquement, réalisé par Bruno et Marius, qui vont nous le présenter de suite. À vous les étudiants. Tout à fait, merci beaucoup. Donc bonjour, je m'appelle Bruno et avec mon camarade Marius, on va vous présenter notre projet. Donc le pentest n'est plus si compliqué. Donc ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer ce qu'est le pentest. Mais avant, on va du coup vous expliquer le déroulement de notre présentation. Donc d'abord, on va vous présenter les motivations, qu'est-ce qui nous a amené à lancer ce projet, la présentation de notre projet, les différentes technologies qu'on a dû utiliser et apprendre pour justement mener à bien notre projet, puis une brève vidéo de présentation pour ensuite conclure notre présentation. Donc tout d'abord, vous êtes au courant, il y a énormément, chaque année, des dizaines de milliers d'entreprises françaises qui sont victimes de cyberattaques. Donc l'ANSSI, qui est du coup l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, a quadruplé le nombre d'opérations entre 2019 et 2020. Et du coup, selon le directeur général, il y a une véritable explosion qui inquiète énormément ces professionnels de la sécurité. Donc, pour nous, ça a été très important de savoir comment développer un outil d'intrusion, donc pour pouvoir trouver des failles dans des systèmes et pouvoir les combler pour du coup protéger les entreprises avant que les personnes ayant des mauvaises intentions puissent tirer pleinement profit de ces problèmes. Donc, d'où l'importance du pentest ou test d'intrusion que Marius va vous présenter juste après, qui sont aujourd'hui donc dans les entreprises indispensables pour éviter de nouvelles cyberattaques. Donc, je laisse maintenant la parole à Marius qui va vous présenter le projet. Bonjour déjà. Qu'est-ce qu'un test d'intrusion? Un pentest, c'est un test d'intrusion. C'est une méthode qui permet de mieux sécuriser les systèmes d'information. Pourquoi ça permet de mieux sécuriser? Parce qu'en fait, le pentester, donc la personne qui va effectuer un pentest, va se placer en tant qu'attaquant et va se placer en tant qu'hacker. Et en fait, cette méthode va permettre de trouver les failles et donc pour après, une fois qu'on aura les failles seront ciblées, on pourra les corriger. Donc nous notre solution, c'est pour accélérer le pentest, notamment sur les deux premières parties du pentest, qui est le rassemblement d'informations, l'énumération et l'analyse de vulnérabilité. Donc l'objectif, c'est le pentest sur un Active Directory. On vous expliquera tout de suite après ce qu'est un Active Directory. Donc, les points clés, c'est automatiser pour gagner du temps, lier, parce que souvent, les outils open source ne communiquent pas entre eux, synthétiser, parce que les outils open source nous renvoient plusieurs fois les mêmes données, stocker et afficher pour avoir accès n'importe quand et revenir quelques mois après un pentest sur les améliorations possibles à faire. Je vais passer maintenant la parole à Bruno. Non. Donc du coup, on a parlé d'Active Directory. Donc qu'est-ce que l'Active Directory? Donc l'Active Directory, c'est un système qui est développé par Microsoft. C'est un système qu'on appelle d'annuaire, donc qui va servir à répertorier les utilisateurs et les machines d'une entreprise. Donc c'est un système très efficace qui est extrêmement populaire. On peut voir que l'Active Directory de Microsoft est utilisé à 99% dans toutes les entreprises qui utilisent des annuaires d'entreprise. Donc ça peut aller des petites entreprises aux multinationales. Par exemple, dans notre école, nous utilisons aussi un Active Directory. Donc, c'est vraiment pour montrer que l'Active Directory est présent partout, même si on ne le sait pas. Pour développer notre application, c'était très important pour nous de pouvoir créer un laboratoire de test pour pouvoir développer du coup notre application, tester les différents outils sur un Active Directory de manière concrète, efficace et éthique. Parce que du coup, on n'aurait pas pu tester sur des Active Directory d'entreprise sans être dans l'illégalité ou sans avoir des problèmes derrière. Donc du coup, on va vous présenter maintenant la technologie Docker. Donc je redonne la main à Marius qui va vous présenter ça. Donc, qu'est-ce que Docker? Docker, ça permet d'isoler une application. C'est un outil de containerisation. Plus simplement, il faut que vous imaginez que on simule la présence d'un ordinateur dans un ordinateur. C'est extrêmement léger,
c'est extrêmement portable et ça prend très peu de place. Et c'est extrêmement le plus important, et pourquoi nous l'avons utilisé dans notre projet, c'est ça permet de déployer extrêmement rapidement. En 2 lignes de commande, notre projet peut être déployé et alors tout le monde peut l'utiliser. On va passer maintenant aux outils qu'on a décidé d'automatiser. Donc, en premier, il y a l'outil de Pentest qui doit être un des plus connus, Nmap, qui a gagné plusieurs fois des prix. Et cet outil permet de cartographier un réseau, donc permettre de connaître toutes les machines qui sont présentes sur un réseau, d'avoir un peu plus d'informations, comme les ports ouverts. Les ports sont souvent par là où les attaquants vont rentrer, et les services présents derrière chaque port. Ensuite, nous avons Responder, qui est vraiment très connu dans le pentest d'Active Directory. Ça permet de récupérer des mots de passe chiffrés. John the Ripper, qui est connu pour casser les mots de passe. Donc, une fois qu'on a les mots de passe chiffrés, on peut les casser avec John the Ripper, qui a des mises à jour quotidiennes et qui est vraiment extrêmement connu. Et enfin, nos outils d'énumération, SMBmap, Impacket et CrackMapExec, désolé. Donc, c'est des outils open source extrêmement utilisés pour Windows et l'Active Directory. Ça permet de récupérer tous les utilisateurs de chaque machine, du domaine, les groupes et les fichiers partagés. Vous pouvez penser que ce n'est pas très important, mais c'est des informations lors d'un pentest qui sont extrêmement utiles pour mener à bien une attaque et devenir, le but ultime, c'est d'avoir un accès sur une machine avec des droits un peu plus privilégiés. Donc, du coup, ces informations sont extrêmement importantes. Du coup, je vais passer la parole à Bruno qui va vous résumer un peu tout ça. Voilà, tout à fait. Donc, comment se déroule concrètement un scan avec notre application? Donc, d'abord, on va avoir l'outil Nmap qui va pouvoir scanner tout le réseau pour récupérer justement toutes les informations sur les machines. Avec l'outil Responder, on va pouvoir récupérer les mots de passe, mais qui seront chiffrés, qu'on va devoir du coup casser avec l'outil John the Ripper, qui va ensuite nous permettre d'utiliser les outils CrackMapExec, Impacket et SMBmap, qui vont nous permettre d'énumérer les différentes informations des comptes ou des machines, qu'on va ensuite stocker dans notre database, dans notre base de données, qu'on va pouvoir consulter ensuite librement après. Donc du coup, Marius va vous commenter notre vidéo de présentation du projet. Donc du coup, là, vous pouvez voir que c'est notre lab de test. Donc c'est 2 machines virtuelles, donc 2 petites machines qui tournent à l'intérieur de notre ordinateur. Donc il y a le domaine contrôleur, donc c'est le serveur, et qui possède des groupes, des utilisateurs et des ordinateurs. Et là, du coup, c'est comment notre application se déploie. Donc, en une ligne de commande, toute l'application est en train de se déployer. Tous les services se déploient. Il y a à peu près une dizaine de Docker qui se déploient en même temps. Là, c'est notre affichage graphique. Donc, on se connecte à l'interface graphique. On va lancer alors un scan. On lui donne le nom du scan, la liste des IP que l'on va attaquer, donc la liste des identifiants d'ordinateurs que l'on va attaquer. Et enfin, on assigne le scan à une équipe pour que d'autres membres de l'équipe puissent aller voir ce scan. Donc le scan va être lancé, ça prend un peu de temps et finalement on tombe sur une page de résultats. On a beaucoup d'informations qui vont être très utiles dans le cadre d'un pentest. Donc là, on peut voir qu'il y a un petit mot de passe qu'on a réussi à récupérer. Et donc, ça donne des informations pour le pentester qui pourra être utilisé pour mieux attaquer la machine et récupérer un maximum d'informations et corriger ensuite, par la suite, tous ces soucis de configuration et ces vulnérabilités. Donc là, c'est chaque information pour le domaine contrôleur et les ordinateurs connectés. Et là, on vous remonte juste qu'il y avait une page d'accueil qui permettait de voir tous les scans que la personne a lancés. Donc du coup, pour la conclusion, je vais passer la parole à Bruno. Et du coup, en conclusion, on est très heureux d'avoir pu développer un outil qui est open source, donc n'importe qui peut télécharger, que ce soit du pentester qualifié aux débutants. Et c'est très important pour nous qu'il soit open source pour que les gens puissent nous donner leur retour et qu'on puisse du coup améliorer de notre côté l'outil. En perspective, on aimerait pouvoir que l'outil nous ressorte des rapports au format PDF pour rendre l'application encore plus accessible. On aimerait bien exfiltrer les mots de passe chiffrés qui n'auraient pas été découverts par les outils actuels. Donc, ça veut dire ajouter d'autres outils qui nous permettraient d'effectuer des actions qu'on ne peut pas effectuer encore aujourd'hui.
Et exploiter la dernière perspective qu'on a aujourd'hui, mais on en a bien sûr d'autres, l'exploitation automatique et l'obtention de ce qu'on appelle un river shell, qui nous permet d'avoir un accès direct du coup sur la machine, de pouvoir rentrer des commandes à partir de notre poste sur la machine. Du coup, en remerciement, on aimerait remercier Monsieur Dandouche, qui est notre responsable de majeur, et Monsieur Jean-Michel Benard, qui était notre encadrant de projet et qui nous a extrêmement bien soutenus dans notre projet. Et du coup, maintenant, je crois que je donne la parole à Madame Bonnet, qui va pouvoir conclure. Mais encore la reprendre, la parole avant. Pardon? Oui, c'est encore moi pardon, excusez-moi. qui va encore vous prendre quelques minutes, alors quelques secondes. Alors à nouveau, hein, bravo pour ce dernier projet que nous venons de vous présenter avec donc Marius et Bruno, c'est bien ça? Oui, c'était bien ça. Bravo à tous ces étudiants et apprentis. Voilà, vos projets sont vraiment à l'image de votre formation. Des innovations qui sont techniquement très poussées, portées avec un super engagement de votre part et présentées avec beaucoup de clarté et de pédagogie. Vraiment, je suis très fière de vous aujourd'hui et vous donnez du sens à notre métier. Écoutez, merci encore de porter les mêmes valeurs demain lors de votre insertion professionnelle, voilà, et garder votre flamme d'innovateur. Je crois que nous sommes sur la course des votes. Si il me faudrait le QR code magique pour que nous puissions lancer les votes, donc puisqu'il faut en choisir un. Et pour le challenge, voilà, vous avez ici le QR code qui vous permet donc de voter pour le Grand Prix de l'innovation et de la recherche pour cette édition 2021. Vous avez les 7 projets qui ont été présentés et 5 minutes pour voter. Et donc choisir votre grand gagnant parmi ces 7 lauréats. J'en profite du coup pendant ce temps de vote de passer maintenant la parole à Madame Bonnet, directrice générale de la SME Sudria. Le son. On ne vous entend pas. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est bon. Ah d'accord, ok. Bonsoir à tous, merci. Alors moi j'ai le rôle le plus simple ce soir, je dois meubler pendant 5 minutes le temps que vous votiez et qu'on prépare la slide avec les résultats. Donc voilà, on m'a donné cette mission, bon je l'ai acceptée, c'est pas la mission la plus simple, mais quand même je suis vraiment ravie d'avoir ce moment pour féliciter tous les étudiants, ceux qui ont présenté leur projet aujourd'hui et ceux qui ont concouru, même s'ils n'ont pas été sélectionnés. Le projet de fin d'études, évidemment, c'est le moment fort de la formation d'ingénieur. C'est vraiment l'aboutissement de tout ce que vous avez appris et la preuve de ce que vous êtes capable de faire avant de rentrer sur le marché du travail. Donc évidemment, c'est un moment très très important. Et du coup, j'en profite aussi pour remercier les enseignants et les entreprises et tous les responsables qui vous ont accompagné dans ces projets. Bon, c'est un travail qu'ils aiment beaucoup, ils le font avec passion, mais c'est quand même un investissement important pour eux. Et puis, vous avez tous travaillé dans des conditions très particulières depuis plus d'1 an. Et malgré ces conditions qui nous ont obligés à faire preuve de beaucoup d'innovation et d'adaptation, ben, on est vraiment très heureux de voir la qualité des projets qui ont été présentés aujourd'hui. Très fiers de cela. Et donc, c'est grâce à vous tous, d'abord les étudiants, mais aussi les enseignants et les tuteurs de projet. Voilà, donc pour continuer et en attendant d'être en mesure de vous communiquer le résultat, je voulais vous dire qu'on pense qu'effectivement ces master projects, ils valent la peine qu'on les valorise encore plus. On trouve qu'on fait peut-être pas assez briller l'école à travers ces projets. Et du coup, on a imaginé d'organiser un événement qui sera plus un événement grand public pour faire connaître la qualité de ce qu'on fait à l'ESME et aussi pour
pour donner une très belle image de ce que sera ou seront les métiers d'ingénieur demain. Donc, on va organiser le 5 mai prochain un événement qu'on a appelé ESME Demain et dont l'objectif est de montrer finalement ce que les ingénieurs ESME qui sont juste diplômés sont capables de faire et surtout en quoi ils peuvent avoir une influence positive sur l'avenir, sur l'humain. On a vu que ce soir, il y a eu beaucoup de projets qui ont tourné autour de l'aide à la personne, du médical, de l'aide à l'économie en difficulté à travers les livres, apporter de l'énergie dans des pays qui n'en ont pas. Donc, on voit que les ingénieurs que vous allez être dans très peu de temps voilà, ont envie de donner du sens à ce qu'ils font. Et on en est ravis et c'est ça qu'on voudrait montrer à travers cet événement. On a réussi à réunir un plateau vraiment très prestigieux puisque cet événement, il va nous permettre d'accueillir Jean-Louis Etienne, donc le célèbre explorateur qui a un très beau projet qui s'appelle PolarPod et dont le SME est partenaire. Donc, on est partenaire de ce projet depuis son démarrage. Jean-Louis Etienne était déjà venu nous le présenter il y a 2 ans et il va revenir le 5 mai pour participer à notre table ronde. On aura également Raphaël Blanc, qui est médecin à la Fondation Rothschild et fondateur d'une start-up qui s'appelle Basecamp Vasculaire, que certains élèves connaissent puisqu'il a suivi et accompagné des projets et c'est quelqu'un qui travaille avec notamment Madame Chenoun sur de la recherche appliquée au médical avec le SME depuis de nombreuses années. Et puis un physicien très renommé, peut-être vous ne le connaissez pas, mais si vous tapez son nom sur Internet, vous verrez qu'il fait des choses vraiment très intéressantes, qui s'appelle Michael Tanter. Et donc, ces 3 éminents scientifiques viendront débattre sur le thème comment les technologies et les ingénieurs peuvent avoir un impact positif sur l'humain et sur la planète. Et cette table ronde, elle sera animée par Olivier Lascar, qui est journaliste et rédacteur en chef du pôle digital de Sciences et Avenir. Et Olivier Lascar, il est journaliste, mais il est aussi diplômé de l'ESME Sudria. Et donc, ça va être un plateau vraiment très relevé pour échanger sur le sens, encore une fois, qu'on peut donner au métier d'ingénieur. Et ce sera en préambule de cette table ronde, en fait, on présentera 1 ou 2 projets des master projects, donc peut-être parmi ceux qui ont été présentés ce soir, peut-être d'autres. On est en train de réfléchir pour que tout cela se tienne et soit bien rythmé et du sens. Donc on travaille avec le journaliste pour préparer cette table ronde. Mais vraiment pour nous, l'objectif, c'est vraiment de mettre en valeur tout ce travail que nous faisons, que vous faites avec vos enseignants et de montrer que l'ingénieur, c'est pas celui qui se fiche de l'environnement, qui se fiche de l'humain parce qu'il fait des robots, mais non, au contraire, c'est quelqu'un qui met les sciences et les technologies au service de l'être humain et de la planète. Voilà, donc on vous invitera, ce sera un événement qui se tiendra sur le site de Fleurus, mais avec peu de public parce qu'on n'a pas le droit de faire des événements publics. En revanche, il sera retransmis en direct sur Internet, je pense sur YouTube. Évidemment, on vous informera de la tenue de cet événement et on le relaiera sur les réseaux sociaux et on compte sur vous aussi pour diffuser l'information parce que c'est un beau moyen de montrer ce qu'on sait faire à l'ESME et surtout pourquoi on forme des ingénieurs autour de ces nouvelles technologies et pourquoi ça a beaucoup de sens aujourd'hui de faire ce type d'études et de se diriger vers ce genre de métier.
Voilà, voilà ce que j'avais prévu de dire pour meubler. Je ne sais pas si ça suffit. En fait, je vais juste demander si le résultat est tombé et si on peut afficher ce résultat ou pas. Je suis ravie de voir que Olivier Destan, qui est le président de l'AIESME, nous a rejoint, parce qu'il y avait un petit problème de connexion qu'on a géré aussi en off pendant les présentations. Et cet événement des Master Projects, il ne pourrait pas avoir lieu sans la contribution de l'AIESME. Et en plus, Olivier, il a des prix à remettre aux lauréats. Donc, quand on aura le résultat, je vois des slides qui se préparent, donc je crois que ça va être bon. Je veux bien qu'on m'envoie un SMS pour me dire quand c'est bon, histoire que j'arrête de meubler. Eh bien, après l'affichage des résultats, je passerai la parole à Olivier qui expliquera quels sont les prix qui vont être attribués aux lauréats et grâce à ce formidable réseau de diplômés dont le SME bénéficie. Voilà, c'est bon, j'ai reçu le SMS, les résultats sont sortis, donc il va y avoir une slide avec les scores, et donc évidemment comme il n'y a qu'un seul gagnant, mais je vois que c'est très serré, parce que je vois un petit histogramme, voilà, et moi j'arrive même pas à lire le rouge, je suis désolée, mais j'arrive pas à lire. Ah, c'est Safe Pills. Donc, c'est le pilulier connecté qui a gagné. Félicitations. Mais bravo, bravo à tous. Je vois que c'était très, très serré avec l'IA au service du Logged-in Syndrome. Donc, bravo, bravo, bravo à tous. Et je passe la parole à Olivier pour la remise des prix. Merci, Véronique. Mes excuses pour les petits soucis de connexion. Du coup, je n'ai pas eu le temps de mettre le fond d'écran. Mais bon, l'esprit est là, si je puis dire. Moi, je voudrais, avant de parler des récompenses, je voudrais dire quand même deux mots sur, et notamment en comparaison par rapport à l'édition 2019 qui s'appelait à l'époque ESME Speed, que à la fois la qualité de ce que j'ai vu ce matin et la qualité de ce que j'ai vu cet après-midi, c'est quand même un cran au-dessus de ce que j'ai dans mes souvenirs, en tous les cas concernant la première édition ESME Speed. D'autre part, comme tu l'as dit Véronique, avec une année un peu particulière, voire très particulière, je pense qu'il y a eu un travail à la fois sur le plan technique très important, et par ailleurs, j'ai beaucoup apprécié globalement la qualité des présentations, qu'elles soient à la fois sur les visuels, mais aussi dans la plupart des cas, sur le dynamisme, et notamment cet après-midi, le dynamisme des différentes présentations, où ça a toujours été une alternance des différents participants aux équipes projets, et personnellement, j'aime beaucoup ce côté dynamique. Et en plus, ça a été certainement bien préparé, dans la mesure où c'était très fluide entre les différents participants. Encore, là je vous fais attendre un petit peu, hein, mais bon, ça va venir pour les récompenses. Je voudrais dire que tout le monde ne le sait peut-être pas, mais la communauté dite des SUSU, qui comprend des étudiants et des diplômés, aujourd'hui c'est environ 14 000 personnes. Au total, depuis que l'école existe, on est à un peu plus de 17 500 diplômés et étudiants de l'école. Donc c'est une communauté très importante. Et aussi pour votre information, il y a environ 150 associations d'écoles d'ingénieurs, de diplômés d'ingénieurs, d'ingénieurs diplômés, je vais y arriver, dans le bon sens. Et nous sommes la 7e association parmi ces 155. Pourquoi ce rang? C'est lié au phénomène des adhérents. Même s'il y a une formule un peu alambiquée pour calculer la cotisation à l'organisme IESF, cette année, il y a 3 ans, on était 10e, maintenant on est 7e. Donc il faut que vous sachiez que l'association dont vous faites partie tient son rang parmi toutes les associations qui existent en France. Alors voilà, les récompenses.
Alors, le projet primé, donc le pilulier connecté, si ma mémoire est bonne, chaque membre de l'équipe projet va recevoir chez lui, because le confinement, un chèque de 300 €. 300 € pour chaque membre. Pour les 4 autres projets, les 5, c'est ça, 5 ? Les autres projets qui ont quand même été primés, si je puis dire, ce matin, par les différents jurys, chaque membre de chaque équipe projet recevra un chèque de 200 €. Voilà, donc j'espère que ça vous fera du bien, que vous en ferez un bon usage et que ça contribuera à votre sentiment d'appartenance à cette grande communauté de plus de 14 000 étudiants et diplômés en activité, bien évidemment, ou retraités, pour les diplômés. Je vais juste prendre le relais, Olivier, parce que je pense que vraiment les étudiants, ils aimeraient tous remercier l'association pour ces prix. Je suis certaine que, évidemment, ceux qui vont toucher les récompenses vont apprécier. Donc, j'enfonce le clou pour dire que, voilà, merci. On a beaucoup de chance d'avoir cette belle relation entre l'école et son réseau de diplômés. Alors moi, en ce moment, on fait passer le concours Advance et cette année, il se trouve qu'on a fait appel à pas mal de jeunes diplômés pour faire passer les oraux. Et ces jeunes diplômés, ils reviennent à l'école souvent après 10 ans, parce que voilà, quand on quitte l'école, quand on a fini ses études, on a envie de partir et c'est normal. Je dis, c'est toujours comme, c'est comme quand on quitte la maison et qu'on devient adulte. Bon, l'école, voilà, pour certains, vous y êtes depuis 5, 6 ans et c'est bien logique et normal que vous ayez envie de voler de vos propres ailes et de la quitter. On le comprend. Mais c'est ce qu'on voit à travers les gens qui reviennent pour faire passer les oraux, qui encore une fois, ont une petite dizaine d'années d'expérience derrière eux. Finalement, ils sont super contents de revenir quelques années après, de voir que l'école, elle s'est transformée, elle a bougé. Nous, c'est notre rôle de la faire bouger, cette école. Donc là, vous êtes dedans, peut-être vous vous en rendez moins compte, mais quand vous l'aurez quitté et que vous reviendrez, là, vous verrez les changements. Et ils sont tous très, très heureux de voir l'évolution de l'école, ils sont fiers. Et s'ils peuvent revenir dans l'école, c'est parce qu'il y a cette association qui fait le lien. Donc voilà, je sais pas, j'aurais pas forcément l'occasion de le redire, mais vraiment c'est un bien précieux. On a besoin de liens dans notre société en ce moment. On sait que c'est ça qui fait la différence, le lien entre les gens, autour de valeurs et du sens qu'on veut donner à ce qu'on fait. Et c'est à travers cette association, l'école et ses étudiants et les enseignants qu'on peut faire des choses plus grandes et plus intéressantes. Donc merci vraiment Olivier, au nom de l'école et au nom de tous les étudiants, merci à la USME pour votre contribution au jury, l'organisation, la participation à l'organisation et évidemment les prix que tu viens de remettre. Merci Véronique. Vas-y Sonia. Oui, j'aimerais juste peut-être laisser la parole et l'image à notre équipe gagnante. Super. Céline, Claire et Riyad. Voilà, si vous voulez intervenir, parce que le distanciel ne nous permet pas malheureusement de vous féliciter et de vous applaudir comme on aimerait. Je vous en prie, à vous la parole. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Céline a préparé quelque chose. Non. On est très contents et on voulait remercier Monsieur Debadier aussi de nous avoir encadrés et bien aidés dans notre projet. Et merci aussi à toute la classe qui nous a beaucoup soutenus tout au long de notre projet. On sait qu'ils étaient derrière nous, donc ça fait plaisir. Oui, merci à tous. Et merci aussi à l'AISME qui a aussi pu être là pour écouter tous les projets et de nous permettre de continuer avec une belle petite somme pour nous aider aussi à payer peut-être le futur, du coup, dans l'incubation, nos futurs
enfin pour le futur quoi. Voilà, tout simplement. Alors, il me semble, Céline, si je me trompe pas, que le projet, pour le coup, SafePills se poursuit. Oui, Et exactement. avec le SME un petit peu quand même. Bien sûr. Oui, Oui. absolument. Donc voilà, enfin, je ne sais pas si vous voulez en dire 2 mots, mais donc c'est un projet qui va être voilà, dans l'incubateur d'ici peu. Exactement. Oui, Voilà, c'est ça. qui va avoir Alors, un super business angel d'AISME qui l'a déjà. J'ai vu passer un petit message là-dessus. Donc voilà, on va pouvoir continuer, suivre et vous accompagner sur ce magnifique projet. Merci. Encore bravo à l'équipe et puis bravo vraiment à tous les étudiants. Hein. merci beaucoup. Merci beaucoup. Bravo. Merci beaucoup. On est bon? Parfait. Je crois qu'on est bon. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous Bonne encore. soirée. Au revoir. Merci, Au revoir. étudiants, Merci, un au grand revoir. bravo. Vraiment. Merci.